Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose que l'on regarde ensemble ce documentaire ou cette émission qui a eu lieu sur France Télévisions sur la question de l'intelligence artificielle et son impact dans le monde du travail. D'accord? Je l'ai trouvé intéressant et en tant qu'expert dans le domaine de l'intelligence artificielle, en tant qu'ingénieur, quelqu'un qui développe, qui conçoit et qui déploie des solutions d'intelligence artificielle, notamment les agents intelligents, je me dois d'apporter mon regard sur ce type d'émission parce que je constate que la situation en France, contrairement à la situation anglo-saxonne, aux États-Unis particulièrement, on est vraiment en retard, très très en retard, et à la ramasse surtout en termes de paradigme de comment penser cette question de l'intelligence artificielle particulièrement. Donc, je l'ai trouvé intéressant et je trouve que on va pouvoir avoir un regard beaucoup plus nuancé et beaucoup plus approprié avec mes commentaires que je vous donnerai au fil de cette vidéo. Donc, si cela vous intéresse, likez, abonnez-vous et partagez déjà. On va commencer le sujet de la vidéo. Mais des années à se propager et la seule certitude, c'est qu'il va y avoir une vraie mutation du marché du travail et c'est cette mutation que l'on interroge ce soir. Comment s'y préparer? Quels emplois sont vraiment menacés? Quels sont ceux qui vont émerger? Nous en parlons ce soir avec Isabelle Roche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Horizon de Moselle. Alexandre Sabatou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National de l'Oise. Et François Calfon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé socialiste. Merci à tous les trois d'être là ce soir et d'avoir surtout accepté de vous... Bon, déjà, rien qu'ici, je trouve qu'il y a un problème. Et c'est ça que je dénonce parfois en français. Au niveau du choix des personnes qui sont invitées, lorsqu'il s'agit de parler, de débattre d'une certaine question, et là en particulier de la technologie, des questions extrêmement importantes parce que cela va changer, et c'est déjà le cas, l'IA, l'intelligence artificielle, va changer radicalement le paysage géopolitique, économique, sociologique même d'ailleurs. Et en France particulièrement, lorsqu'il s'agit de parler de l'intelligence artificielle, pour avoir regardé bon nombre de débats, je trouve toujours que l'on n'invite pas les bonnes personnes, les bonnes personnalités. Là déjà, il y a 3 députés. Pourquoi avoir invité 3 députés? Enfin, que des députés. En termes de pluralité. Alors, je comprends que aujourd'hui, avec le droit à la parole des politiques, s'il faut inviter un politique d'une obédience politique, il faudra inviter son homologue. Mais c'est déjà pas les bonnes personnes. À la limite, alors peut-être un député. Je comprends le lien entre le député et la question et le sujet et la question de l'intelligence artificielle et de l'emploi. Évidemment, parce que le député, c'est dans le cadre de voter les lois, de signer, on va dire, des conventions avec les entreprises, de faciliter comme ça l'entrée des salariés dans le monde du travail. Mais 3 députés, je trouve que c'est beaucoup. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres invités, évidemment, des experts que je voudrais voir, mais également aussi des simples individus salariés au quotidien qui utilisent l'intelligence artificielle pour donner leur avis tout simplement. Mais trop de politique, je trouve que déjà ça commence pas très bien. Poursuivons la vidéo. Vous prêtez au jeu des questions-réponses avec notre public. Pour m'accompagner ce soir, j'ai trouvé mieux que ChatGPT. Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheuse au CNRS. Vous êtes notamment l'autrice du livre L'IA, ange ou démon aux éditions du CERF. Vous serez ce soir mon intelligence naturelle, Laurence. Pour cette émission, vous intervenez à tout moment, y compris pour... Alors, par contre, son livre est un peu racoleur, hein. La couverture, elle est quand même... bon, je comprends, hein, ce sont les maisons d'édition, pardon, qui veulent vendre évidemment des bouquins très très racoleurs là-dessus. Mais on va rester sur les faits. Moi, ce qui m'intéresse, même si vous entendez des titres des personnes experts, chercheurs, etc., concentrez-vous sur la factualité, sur les explications
et voyez si ça fait vraiment sens par rapport à ce que vous vivez au quotidien ou bien par rapport à ce qui se trame dans l'horizon. Un humain corrigé, vous êtes mon humain. Vous êtes mon humain préféré ce soir sur ce plateau. Ce soir, ceux dont les métiers sont déjà touchés par l'IA, pour le meilleur ou pour le pire, sont ici. Comptables, profs, radiologues, comédiens, formateurs, traducteurs. On va en parler sans angélisme, mais sans technophobie non plus. Vous avez face à vous 3 élus qui font et qui votent des lois. Cette émission est la vôtre, alors profitez-en, c'est vous qui la faites. Je compte sur vous et puis chez vous. Installez-vous confortablement avec des humains gentils. Chaque voix compte, c'est parti. Et si la première personne menacée par l'intelligence artificielle sur ce plateau, c'était moi en fait? Est-ce que tu peux m'écrire un texte pour introduire un reportage sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail? C'est un reportage qui est fait par un journaliste qui s'appelle Martin Bornet. L'intelligence artificielle est déjà en train de bouleverser le marché du travail. Elle transforme les métiers, rebat les cartes des compétences, fait naître des espoirs et des inquiétudes. Derrière les algorithmes, il y a des salariés, des entreprises, des trajectoires de vie. Jusqu'où ira cette révolution et qui en paiera le prix? Reportage de Martin Bornet. Si tu veux, je peux aussi te faire une version très courte, 20 secondes. Non. Une version plus sociale, formation, précarité, inégalité. On le fera nous. Ou une version plus politique en lien avec les choix publics. Non, on va le faire nous, ça. Bon, je dis pas que j'aurais fait mieux, j'aurais sans doute été plus chaleureuse, humaine, quoi. Mais on va quand même regarder le reportage de Martin Bornet. L'intelligence artificielle est devenue pour certains un réflexe quotidien chez eux, mais aussi au travail. 10% des entreprises françaises de plus de 10 salariés l'utilisent en 2024, presque 2 fois plus que l'année précédente. Mais les Français sont loin d'être les premiers, derrière la moyenne européenne et très loin des pionniers comme le Danemark ou la Belgique. En France, c'est surtout la taille de l'entreprise qui fait la différence. Plus la structure est grande, plus les employés utilisent l'intelligence artificielle, 33% des entreprises de 250 salariés ou plus. Le recours à l'IA varie aussi selon les secteurs. Aujourd'hui, c'est moi qui présente Chaque voix compte. 42% dans la communication et l'information. À l'inverse, les secteurs du transport, de l'hébergement ou de la construction restent sous les 5%. Dans les cabinets de radiologie, l'introduction de systèmes d'intelligence artificielle est une nouvelle arme dans la lutte contre le cancer. Mais c'est surtout dans les processus de recrutement qu'elle est utilisée. Près de 80% des recruteurs ont adopté l'IA générative pour rédiger des offres d'emploi ou des mails. Désolé, mais votre candidature n'a pas retenu notre attention. À l'échelle mondiale. Alors, arrêtons-nous un tout petit peu ici. Alors, déjà, effectivement, je pense que vous qui me regardez là actuellement, vous utilisez sans doute de l'IA pour la plupart, je dirais même à 95%. La question, ce n'est pas de est-ce que je dois utiliser l'IA ou pas? Non. La question, c'est comment est-ce que je dois utiliser l'IA? D'accord? Et surtout dans quel cadre? Aujourd'hui, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, c'est-à-dire que l'IA a déjà fait éruption dans le monde du travail. Si vous n'utilisez pas l'IA pour l'instant, je suis désolé, vous êtes déjà en retard. Mais il n'est pas encore trop tard pour quelque part se rattraper au fur et à mesure. Mais vous partez déjà avec un retard. Et aujourd'hui, maintenant, il faut bien comprendre l'usage de l'IA. Pour la plupart, c'est vraiment le cœur de ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est au niveau des simples salariés. Maintenant, il y a aussi le volet des grandes entreprises, de comment créer de la valeur, ou au niveau des entrepreneurs, de comment justement apporter du game changer dans son écosystème, dans son domaine d'activité, pour évidemment profiter de la puissance algorithmique et de la manière dont l'IA permet de créer comme ça aussi rapidement des nouveaux marchés. Donc il y a vraiment deux pôles. Et là, en France particulièrement, ce que je remarque, nous sommes devenus une colonie américaine. Parce que de ce que vous voyez là, alors sans doute dans le débat, ils parleront de Mistral, mais
globalement, ce qui a été cité comme IA, c'est plutôt des géants américains et ce n'est pas anodin non plus. Donc ça, c'est aussi une question de monopole, une question de, au-delà du monopole, pardon, il y a aussi la question de la connaissance. Ça aussi, la connaissance, c'est quelque chose qui est en train de disparaître comme ça avec l'importation et l'usage massif de l'intelligence artificielle. Beaucoup utilisent l'IA, mais ne comprennent pas comment l'IA fonctionne. Donc il y a déjà un handicap là-dessus. Et à partir de là, il y a derrière beaucoup de choses que vous ne voyez pas, que les géants américains, Anthropic, OpenAI, Grok, euh, Perplexity et j'en passe, savent très bien ce qui se trame, où est-ce qu'on va vraiment. Donc, je vais pouvoir vous donner aussi mon point de vue là-dessus. C'est extrêmement important, mais c'est déjà un très bon début pour ces chiffres déjà qui sont édifiants. L'intelligence artificielle pourrait créer 69 millions d'emplois et en faire disparaître 83 millions d'autres au cours des 5 prochaines années. Voilà, les bases de notre débat de ce soir. Tiens, petit test pour commencer. Qui, sur ce plateau, utilise déjà l'IA quotidiennement dans son travail? On a le droit de lever le doigt. On peut, hein. Ah mais oui, vous travaillez, il me semble, Monsieur Calfon. Non, mais bon. Et vous êtes sur ce plateau. Moi, j'avoue. Donc on est au-delà des 10% qui étaient évoqués au début de ce sujet. Laurence de Villers, je me trompe si je dis qu'on est à un moment où on peut séparer quand même la population en deux parties, ceux qui sont déjà montés dans le train et ceux qui, pour l'instant, le regardent passer? Non, je pense que tout le monde peut monter dans le train. Chaque voix compte. Très juste. Mais est-ce qu'il y a déjà des métiers où l'IA supplante le travail humain? En fait, pour l'instant, j'en vois très peu. C'est-à-dire que même les scientifiques qui utilisent l'IA tout le temps, ils sont là pour accompagner, ils sont là pour challenger. En fait, il faut la challenger, l'IA. Si on fait que l'écouter et copier-coller, là, on sera remplacé, mais c'est juste parce qu'on n'aura pas fait l'effort. Ça veut dire quoi, challenger l'IA? En fait, tout ce que vous voyez arriver par Grok, OpenAI, Gemini ou le chat, ce sont des reconstructions de phrases. La production, c'est une reconstruction à partir d'un énorme modèle qui a ingurgité toutes les données d'Internet, avec des fake news, avec des opinions, avec un fousi-tout. Et à partir de là, il y a des filtres un peu au-dessus, et puis ça va produire une succession de mots, avec en plus un peu d'aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut prendre soit le meilleur des mots, soit parmi les N meilleurs, suivant un paramètre qui s'appelle la température, dont personne n'entend parler. Donc moi je dis, il faut démystifier comment ça marche, parce que ces machines, surtout, n'ont aucune intention. Elles n'ont aucune conscience, aucune intelligence, aucune émotion, mais aucune intention, ni de bien faire, ni de mal faire. Je vous vois déjà réagir. Non, mais je réagis. Alors, je me permets de rebondir sur ce commentaire, sur ce qu'elle vient de dire. Alors, il y a évidemment, quand je disais le fait que beaucoup utilisent l'intelligence artificielle mais ne comprennent pas comment cela fonctionne. Donc, il y a, à partir de cette mauvaise compréhension, beaucoup de suppositions qui vont avec. C'est-à-dire que les gens pensent la question de l'IA comme étant, comme si on était déjà arrivé à l'ère des hyper-intelligences. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, puisque ce n'est pas encore le cas, actuellement pour l'heure, même pour un métier, entre guillemets, du bullshit job, il faut encore une présence humaine pour réaliser un certain nombre de tâches parce que le facteur humain est surtout important dans l'aspect décisionnel. Mais globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'heure, il n'y a pas encore véritablement, je précise bien, de A à Z, d'accord? D'un processus de A à Z, un métier qui peut être totalement remplacé de A à Z par l'intelligence artificielle. L'IA, évidemment, je précise bien, pour des métiers vraiment bullshit job, les métiers où précisément on ne travaille que avec des écrans, des algorithmiques, des programmes algorithmiques, des systèmes digitaux. Globalement, ce sont les métiers qui sont le plus impactés par l'intelligence artificielle parce que les machines, évidemment, ont été entraînées sur de vastes corpus de données, donc les grands modèles de langage, ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, etc. Donc, à partir de là, ces programmes-là sont capables d'exécuter un certain nombre de tâches sur un écran de données parce que c'est de l'automatisation qui a été poussée, automatiser l'intelligence humaine sur une catégorie de tâches données. Mais
dit que pour l'instant, pour l'heure, une IA est capable de supplanter un humain dans un métier de A à Z. On n'y est pas encore, mais la théorie et l'évolution comme ça des systèmes IA montrent que, ou donne cette tendance qu'on va y arriver, notamment parce que au fur et à mesure que la digitalisation augmente, on y arrive de plus en plus à automatiser beaucoup plus de tâches qu'auparavant. Ça, c'est une première chose. La seconde chose aussi, c'est l'incompréhension. L'incompréhension, lorsque elle parlait de le fait que les IA ont été entraînés sur de vastes corpus de données, etc. Donc les grands modèles de langage, le fait d'avoir de l'hallucination. Donc parfois vous avez ChatGPT qui va vous répondre, mais la réponse ne sera pas précise parce que évidemment lors de l'entraînement, c'est ce qu'elle parlait justement, la température, c'est un paramètre qui est obtenu lorsqu'on a terminé l'entraînement et c'est ce paramètre-là qui va donner au modèle le degré de prise de d'activité, de prise d'auto, voilà, de décision sur l'inventivité de sa réponse. C'est-à-dire que vous allez avoir, donc en général, c'est un paramètre qui varie des 0 à 1, et plus on augmente la température du modèle, plus vous donnez la capacité à l'IA d'être plus créatif en fait. Voilà. Et plus donc, en gros là, on est tellement dans un comportement beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus stochastique en termes de probabilité. Et si on descend proche des zéros, on entre de plus en plus dans un modèle déterministe. Donc on devient beaucoup plus factuel et on garde le contrôle et la main sur les réponses que l'IA fournit. C'est ça en fait ce qui se passe réellement au cœur de l'IA. Mais ça c'est des paramètres comme ça qui influencent le modèle et la réponse et la sortie de notre système. C'est déjà très essentiel, très important à comprendre cela parce que si on ne comprend pas déjà ces bases-là, on va croire que l'IA est capable de répondre à toute question. On va se dire que tout ce que l'IA va nous donner est forcément vrai, donc on ne va pas challenger la machine. D'où l'importance, la question de la journaliste de dire comment challenger cette machine en fait, que veut dire challenger l'IA. Et c'est un gros facteur aujourd'hui. La plupart des personnes ne challengent plus. Voilà, on n'a peut-être pas attendu l'IA pour remarquer ce phénomène-là, avec le niveau de connaissance qui baisse. Aujourd'hui, d'autant plus avec l'IA, les gens prennent pour acquis tout ce que ChatGPT leur donne sur leur écran. Poursuivons le sujet. Juste sur un point, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a le vrai sujet de la politique, il y en a beaucoup, mais le vrai sujet, c'est qu'il y aura, comme sur chaque révolution technologique, des gagnants et des perdants. Et donc, à nous d'y amener des normes, ce qu'on fait déjà au Parlement européen avec l'IA Act, parce que chacune et chacun d'entre vous, au-delà de votre travail, et nous tous, quand nous scrollons sur Internet, je donne un exemple qui a été fortement dans l'actualité, sur Chine, sur Instagram par exemple, eh bien Chine va piller vos données de mode, des trends, pour fabriquer finalement des vêtements en direct avec l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que c'est un bon ou un mauvais usage? En tout cas, l'usage à notre insu de ces monstres dévorants que sont les IA, parce que on le dit pas assez sur le pillage des données. Vous n'êtes pas d'accord, vous le direz après. C'est comme ça, le débat commence bien. Il faut au moins que les uns et les autres soient conscients de la façon dont on leur vole leurs données. Juste un point. Ces adjectifs dévorants, apocalypse et tout ça, je n'en peux plus. Mais non, mais ça prend. Essayons d'avoir un discours raisonnable. Vous avez raison. Ces IA, en ce moment, tout ce qu'on fait en fait avec des ChatGPT et tout ça, ne rapporte rien. Les grosses entreprises qui utilisent ces IA et qui peuvent investir des milliards, ils utilisent en fait de la publicité et du marketing à partir de nos données et de nos profilages. Meta, 97%, c'est de la publicité. Donc ces outils ne servent pas en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne rapportent pas assez, même si on met 20 € par mois ou 30 € par mois, ça ne rapporte pas assez. Et ils sont aussi déficitaires, OpenAI. Donc tous ceux qui arrivent à gagner, c'est tous les gens qui travaillent avec la récolte de nos données. Mais c'est pas dévorant. Mais j'ai posé la question de la récolte de nos données à notre insu. J'ai pas posé la question François Calfon disait... Déjà, voilà, je m'imaginais à peu près le débat dans cette forme, parce que puisqu'en France c'est toujours un peu dans ce sens que ça finit entre guillemets. Vous avez toujours d'un côté le législateur, le député qui va
Vous venez vous dire que l'IA c'est apocalyptique. Les Chinois, faut parler de Chine par exemple, ou les Américains, ou les géants américains vont puiser nos données et donc on va créer des normes derrière avec l'IA Act, tout comme on a fait avec le RGPD, le GDPR. Mais en aucun cas on ne parle du cœur de la question, de comment déjà créer un autre modèle, de comment apporter plus de valeur, de comment proposer une nouvelle alternative. On ne parle pas de ça. Bon, au moins là, il y a quand même la chercheuse sur le plateau qui a un peu corrigé. Mais tout de suite, bon, j'imaginais déjà avec ces 3 députés-là, puisque ne connaissant rien du tout sur la question, ils vont beaucoup plus être axés sur l'aspect de création des normes en Europe, comme c'est toujours le cas. On rajoute des taxes, on écrit des documents, même si on ne comprend pas, il faudrait que voilà, on produise d'ailleurs des documents qui sont produits aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. Maintenant, si on revient de l'autre côté avec le propos de la chercheuse du CNRS sur le plateau, oui, OpenAI est déficitaire. Alors, alors, oui, dans ce sens, c'est un fait, OpenAI est déficitaire, mais le fait d'avoir créé un modèle et de le mettre à disposition au monde entier, les Américains ont comme ça un modèle économique qui fonctionne avec de la dette. Et même si OpenAI est déficitaire, toujours est-il que ChatGPT pour l'instant, beaucoup de personnes utilisent ChatGPT qu'un autre modèle, je sais pas, Mistral par exemple, ou européen. Mais la création de valeur, les Américains partent avec un principe de se dire, même si pour l'instant, en termes de création de valeur par rapport à ce qui avait été annoncé, même si on n'est pas encore au rendez-vous, bah, on continue à faire de la recherche, on continue à financer, on continue à à injecter énormément de capitaux. Et bah, même si on est toujours déficitaire, mais on garde le monopole sur la question des géants autour de l'intelligence artificielle. Là où en Europe, ce n'est pas en fait cette vision-là qu'on a. On reste dans l'attentisme en fait, on attend, tout en donnant un point de vue moral, même si par ailleurs il faut évidemment pointer du doigt des dérives autour de l'intelligence artificielle. C'est pas ça le problème, mais on a une posture plutôt de la moraline. On va pondre des articles de loi, des textes de loi, sans comprendre le cœur du sujet, et donc se fait distancer au fil des années par les Américains, comme toujours, sur ce type de questions technologiques. Voilà déjà la séparation claire et nette entre la vision européenne et la vision anglo-saxonne. Poursuivant. Commencer qu'il y avait des gagnants et des perdants déjà. Est-ce qu'il existe, Laurence de Villers, aujourd'hui, là, en 2026, un métier que l'IA ne changera pas dans les 5 prochaines années ? Un métier que l'IA ne changera pas. Non, l'IA va changer à peu près tous les métiers, mais pas comme on le pense. C'est-à-dire que même les traducteurs, moi je suis désolée, si je fais traduire Shakespeare par une IA aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Ça sera approximatif. Ça tombe bien, on a un traducteur dans notre public, donc on va pouvoir l'interroger. Mais avant lui, je voulais qu'on interroge Corinne. Alors que c'est intéressant pour des discours qui n'ont pas du tout de teinture contextuelle, historique. L'humain est capable de faire de la métacognition, de s'abstraire d'informations. L'IA, absolument pas. Oui, si je... Isabelle Roche, allez-y, et je vais donner la parole à Corinne, qu'elle se prépare. Et je pense que là, on a en face de nous des personnes qui se demandent leur métier, comment ça va être impacté, et savoir s'il va disparaître ou s'ils vont être transformés. Moi, j'aurais aussi envie de dire, en fait, ce sont des tâches. Il y a des tâches qui vont disparaître, il y a des tâches qui vont apparaître, et le métier va se retrouver transformé. Peut-être que, in fine, certains disparaîtront, mais beaucoup vont être transformés. Donc, moi, j'aurais plus envie, des fois, qu'on parle de tâches plutôt que de métier, parce qu'effectivement, c'est une mutation devant laquelle nous sommes. Et en fonction de comment on s'empare de l'IA et ce qu'on en fait, on va voir que ça peut être bénéfique ou au contraire que ça peut effectivement produire des effets délétères. Donc en introduction, vous disiez ni technophobe ni technophile. Je crois qu'effectivement ni angélique, pardon. Je ne suis qu'un être humain et je n'ai pas complètement intégré ce que vous avez dit. Je pense que voilà, c'est aussi très très important qu'on parle bien en fait et on qualifie bien ce dont on va parler. C'est effectivement la transformation du monde du travail, mais par les tâches qui vont incomber aux uns aux autres. Pas par les emplois en eux-mêmes. Corinne. C'est exactement ce que je vous disais au tout début, qu'on n'est pas encore arrivé
à l'ère des super intelligences, donc des hyper intelligences, qui ferait que on soit capable de dire qu'aujourd'hui, de A à Z, une IA actuelle est capable de récupérer le travail, le métier d'un être humain. C'est simplement un certain nombre de tâches qui vont se voir être disruptées par des solutions d'intelligence artificielle, d'autant plus les tâches qui s'effectuent sur des machines, sur des ordinateurs, sur des processus algorithmiques. Voilà donc les tâches qui vont disparaître, d'autant plus que on va être de plus en plus dans la création des systèmes beaucoup plus performants. Mais pour l'instant, parce que ça demande encore une certaine forme de dextérité et d'aspect décisionnel surtout. Et à ce niveau-là, on a besoin de mettre un humain dans la boucle au niveau d'une entreprise, parce que quand il s'agit de décider au final, bah, la machine est très bonne dans l'analyse des documents, dans l'analyse de donner une décision factuelle à partir du moment où on apporte un certain nombre de faits. Mais quand il s'agit de décider au final, la décision, ce n'est pas uniquement basé sur les faits dans certaines situations, surtout en entreprise. Il y a toujours l'aspect politique, l'aspect émotionnel, l'aspect, bref, tout ce qu'on va appeler les facteurs humains qui rentrent en considération. Et à ce niveau-là, l'IA, pour l'heure, ne peut pas être lâchée comme ça dans la nature. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas ce que l'on constate. Poursuivons. Vous êtes radiologue. Vous avez intégré l'intelligence artificielle à votre travail depuis combien de temps ? Alors effectivement, je suis radiologue et nous on l'utilise depuis très longtemps. Avant, c'était même avant l'IA, c'était les aides au diagnostic, c'est depuis 20 ans. Mais on a maintenant des outils qui se sont beaucoup améliorés et donc je dirais c'est depuis au moins 5 ans. On les utilise notamment en mammographie, puisque ça va nous aider à ne pas louper certaines anomalies subtiles et non pas remplacer, parce que ça c'est important que l'IA ne soit pas utilisée toute seule, et ça c'est vraiment un message très important. Et par contre, ce qu'on appelle le médecin augmenté ou le radiologue augmenté, ce qui nous permet de vraiment d'être toujours comme un deuxième œil numérique qui va nous aider dans notre tâche quotidienne. C'est vrai qu'on a de plus en plus de données, des milliers d'images, et on peut même aller au-delà de simplement de ce que l'on voit sur une mammographie. Mais justement, dites-nous comment ça fonctionne dans le cas de votre profession. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, avoir sous vos yeux une mammographie. Vous la soumettez à une intelligence artificielle. Quelle est la base de données de cette intelligence artificielle ? C'est toutes les mammographies du monde ? Alors en fait, ce sont des logiciels qui sont validés, qui ont été développés par des sociétés avec des bases de données donc qui sont labellisées, qui ont été validées par des scientifiques et qui sont contrôlés. Et après, un logiciel avec différents outils informatiques à partir de ces bases de données, de ces images qui ont été vraiment complètement validées, va agir. Donc nous, on a un serveur, par exemple, qui est hébergé chez nous. C'est aussi important que les données soient bien sécurisées pour les patients et qu'elles ne partent pas n'importe où. Donc tout est sécurisé, on est à un site d'hébergement de santé. Et ensuite, les mammographies nouvelles de nos patientes qui sont acquises sont envoyées sur ce serveur. Ça met quelques minutes et la réponse de l'IA nous est apportée. Mais ce qui est important, c'est qu'on regarde d'abord nous-mêmes. Et après, avec un simple clic, en fait, on peut regarder. Alors, allez-y. Alors, ce qu'elle vient de dire, cette radiologue, est extrêmement important. Ça me fait tout de suite penser à la question, enfin, et c'est le cas, des données. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. Si vous n'avez pas massivement des données, donc en termes quantitatifs et qualitatifs, vous n'allez pas être capable de créer, de mettre sur pied une intelligence artificielle qui pense, entre guillemets, réellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, en termes de quantité, ça, je pense qu'aujourd'hui, nous en avons énormément, quels que soient les secteurs d'activité, Internet, ne serait-ce que par ce biais-là. Mais également, d'un point de vue qualitatif, c'est aussi une partie difficile à avoir. Parce que il faut travailler la donnée brute. Donc, on peut avoir des données sur des mammographies, par exemple, ici, comme c'est le cas, mais des entreprises STN vont avoir des équipes de chercheurs, des ingénieurs et des spécialistes pour travailler ces données-là, les entraîner, les taguer, les flaguer, entre guillemets, par différents types de catégories de mammographie ou de symptômes, de tâches, etc. Et pouvoir donc les insérer dans une base de données. C'est
soit une base de données ou plusieurs bases de données, bien sûr. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir brancher sur cette base de données un modèle, par exemple, donc de type LLM, un grand modèle de langage, qui va aller interroger en fonction de la question de l'utilisateur des requêtes appropriées pour récupérer les contextes adéquats dans ces bases de données et répondre à l'utilisateur, donc au médecin, par exemple. Mais le médecin, lui, il vient déjà quand même avec sa connaissance du métier. Donc là, ici, pour des radiologues, sur une interface de données, le radiologue va regarder l'image du patient, va conclure à fonction de ce qu'il voit. Donc, il apporte du contexte, il apporte son analyse. Et c'est un point d'entrée, c'est déjà une donnée qui vient de créer. Voilà déjà un processus de création de la donnée. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas que tous les jours, vous créez de la donnée. Même à l'instant, là, le fait de vous parler comme ça, je crée de la donnée. Et les connaissances que le radiologue a eues durant ses études et durant sa carrière professionnelle, et plus il est pointu dans son métier, mieux c'est encore pour l'intelligence artificielle parce que ça va pouvoir bénéficier aux deux parties, non simplement aux trois parties d'ailleurs, pour le radiologue, pour le patient et également pour le système d'intelligence artificielle. Pour le radiologue, donc le fait d'être pointu dans son métier, ça fait que il apporte premièrement son analyse sur les symptômes après regard de la situation du patient. Il va écrire un compte rendu. Ce compte rendu, en tant que contexte, va être envoyé à un grand modèle de langage, d'accord, un LLM, puisque le LLM a rencontré également autant de corpus que d'ailleurs, il ne pourrait voir dans une vie. Ce LLM va être capable d'aller faire des inférences sur des données, donc de bases de données qui ont été stockées et qui contiennent justement les données qui ont été traitées lors de l'entraînement des solutions d'intelligence artificielle. Et en récupérant justement ces contextes-là, on va pouvoir fournir à l'utilisateur une réponse adéquate, une réponse en termes de probabilité statistique, le meilleur diagnostic. N'oubliez jamais l'aspect probabilité statistique. Et c'est vraiment le game changer d'aujourd'hui. L'IA ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'elle décrivait il y a cela 50 ans, c'est ce que l'on appelait les systèmes experts, par exemple. Les systèmes avec des règles conditions. Donc, aujourd'hui, dans les primitives des agents intelligents, c'est la catégorie, en fait, des agents réflexes. C'est-à-dire, ce sont des agents qui vont réagir uniquement en fonction d'un prédicat, d'une action donnée. Et en faisant obstruction de tout ce qui se passe dans son environnement. Ça, c'est un réflexe. Et les règles conditions, c'est ce qui a dominé dans l'IA il y a de cela 50 ans, auparavant, avant l'arrivée des LLM, parce que ça permettait justement de conclure rapidement dès lors qu'on voyait un signal en entrée. Vous prenez les automates, par exemple, d'accord? Les automates fonctionnent avec des règles conditions. Dès que tu vois tel signal, tu agis ainsi. Dès que tu vois tel autre signal, tu agis d'une autre manière. Donc, en prenant en compte que le facteur X, donc on va dire une entrée X, une sortie Y. Depuis ChatGPT, on va dire l'arrivée des LLM, le grand modèle de langage, c'est que nous sommes entrés dans un nouveau paradigme où, cette fois-ci, nous avons une machine géante qui a appris de tout un ensemble de textes, de domaines en particulier et de manière diverse, et donc est capable d'effectuer comme ça des liens logiques, des inférences pour produire un texte probable et statistiquement probant pour en donner satisfaction. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours un facteur d'hallucination, un facteur de faux, entre guillemets, à l'intérieur. Voilà tout le game changer d'aujourd'hui. C'est ici, vous êtes ici chez vous. Je vous poserai deux questions toutes simples. C'est est-ce que dans un examen de radiologie que vous faites, est-ce que vous avez systématiquement recours à l'aide de l'IA ou pas? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous constatez des faux négatifs? Des faux positifs, j'allais y venir. Moi, j'aurais une troisième question. Oui. Est-ce que les résultats, est-ce que vous augmentez votre base de données à chaque fois par les nouvelles patientes?
Moi, j'ai une quatrième question. Est-ce Corinne. que les jeunes médecins arrivent à trouver les faux positifs? Bah voilà, c'est. Ah oui, alors beaucoup de questions très intéressantes. Alors, on l'utilise pas forcément à chaque fois. C'est pas une obligation, mais on a la possibilité de le faire. Vous le faites quand vous avez un doute? Et non, on peut le faire en systématique, notamment dans le dépistage. Dans des anomalies qui sont compliquées, ça marche souvent pas forcément très bien. Donc on les utilise quand le sein n'a pas été opéré, par exemple, ça marche mieux. Donc on peut informer les patients, donc bien sûr ça c'est important, mais on fait d'abord sa première analyse, on utilise l'IA pour se conforter ou pas. L'IA peut nous mettre aussi des fausses informations, hein, ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire nous alerter sur des lésions qui ne sont rien du tout. Et puis chose bizarre aussi, c'est que l'IA peut louper par exemple une lésion très évidente, un cancer de 5 cm que normalement on ne doit pas louper, eh bien l'IA peut la rater parce qu'elle n'a pas été entraînée pour cela. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important. Et ça crée pas un problème de confiance chez vous? Alors, il faut qu'on arrive à savoir les limites et qu'on les connaisse et ne pas faire un aveuglément conscience. Ouais. Comme vous disiez tout à l'heure, il faut apprendre à les utiliser, la challenger, comme vous disiez. Si on croit que tout ce que va dire l'IA est la réalité, c'est sûr que là, on va faire des erreurs. Donc, alors c'est aussi ce que l'on apprend aux jeunes, aux internes, par exemple, qui travaillent avec nous, de ne pas croire absolument et aussi d'avoir déjà la connaissance avant de l'utiliser pour ne pas forcément donc créer des erreurs à la suite. Là, il y a un point extrêmement intéressant pour le travail, c'est que c'est très juste avant que nous continuions, vous voyez bien que tout ce que je vous ai dit jusqu'ici commence à se révéler au fur et à mesure. Mais ça, c'est parce qu'évidemment, je suis dans le domaine et je vois bien ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, la question de la donnée, la question aussi de la légitimité de la réponse de l'IA et la question, évidemment, de savoir, donc surtout pour les jeunes médecins, de reconnaître les limites de ces systèmes d'intelligence artificielle. Parce que si vous ne connaissez pas comment ces systèmes fonctionnent, et si vous prenez pour acquis tout ce que l'IA vous donne, bah évidemment que vous allez vous faire berner par des faux positifs ou bien par des réponses pas justes que l'IA va vous donner en sortie. Et ça, c'est vraiment un danger et c'est surtout un point fondamental sur lequel on n'évoque pas assez la question de l'IA, notamment auprès des plus jeunes. Là, c'est les plus jeunes médecins, mais c'est la nouvelle génération, la Gen Z qui arrive. C'est les jeunes qui sont abreuvés par les réseaux sociaux, qui ne comprennent rien et qui prennent pour acquis en fait toutes les informations envoyées par un ChatGPT, par un Claude, etc. Donc, c'est vraiment important, surtout quand on touche à des domaines de disciplines extrêmement très très dangereux d'ailleurs, enfin dangereux pour le patient. Donc, un mauvais diagnostic, c'est voilà. Donc, c'est extrêmement important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent, leurs limites, et à partir de là, de pouvoir combler effectivement le gap entre la connaissance de l'IA et sa propre connaissance, la connaissance factuelle qu'on a pu apprendre durant nos études et durant notre apprentissage, notre carrière d'un point de vue empirique. Intergénérationnel. Ce sont les experts qui vont aider aussi à former les plus jeunes. Donc dans tout métier, il faut penser que dès que vous avez une expertise, que ce soit pour optimiser pour la radio les micros éléments que la machine va voir et sur lequel l'œil expert peut challenger, il faut absolument mettre dans la boucle ces personnes pour que les jeunes arrivent à trouver. Sinon, ils vont demander à chaque fois des biopsies. C'est un médecin radiologue qui avait dit ça, et stresser les patientes. Et ça, c'est un coût pour la société aussi. Ouais, donc on doit trouver les équilibres intelligemment et en se disant que cette machine, de toute façon, on ne répond jamais 100% juste ou 100% faux. Elle donne une prédiction. Et c'est à l'humain de jouer avec ça et de décider s'il fait confiance ou pas. Alexandre Sabato. Oui, enfin, je sais pas, mais vous voyez bien que c'est exactement. Je regarde l'émission en même temps que vous. Hein. Je l'ai pas regardé avant. Et bah, vous voyez bien que c'est tout ce que je dis. Enfin, se retrouve évidemment là, parce que en tant que chercheuse, évidemment, je pense qu'aussi elle maîtrise bien le sujet jusqu'ici en tout cas. Et donc ça me fait penser là tout de suite à l'idée de ce que moi j'appelle les hyper assistés, surtout auprès des plus jeunes. On voit bien que, alors c'est un fait, hein, c'est un constat que je remarque au fur et à mesure. Ces plus jeunes-là prennent pour acquis, comme je disais, tout ce que l'IA balance en sortie de l'écran, parce que n'ayant pas la connaissance, n'étant pas curieux et très très branchés sur les écrans.
Donc là, on entre de plus en plus dans ce que moi j'appelle l'ère des hyper assistés, les super users, les super utilisateurs qui vont être hyper assistés. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils auront une question, une interrogation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, tout de suite, poser la question à ChatGPT. Donc, il n'y aura plus cet effort de penser par soi-même par rapport à ce qu'on a pu apprendre à l'école. Bon, vous me direz peut-être qu'aujourd'hui l'école n'apprend plus rien, mais voyez-vous, on entre comme ça au fur et à mesure dans cette hyper dépendance de l'humain par rapport à la machine, surtout notamment auprès des plus jeunes. Donc ça va créer, on est comme ça en train de créer une catégorie d'individus que moi j'appelle des hyper assistés. D'ailleurs, je crois que au fur et à mesure comme ça, je suis en train d'enrichir toutes les conséquences qui vont avec ce concept-là. Et je pense que ça peut faire l'objet d'un livre en fait. De voir qu'aujourd'hui on entre comme ça en termes d'handicapés mentaux, mais là c'est typiquement le cas, mais vis-à-vis de la machine. Parce que cette catégorie d'individus, des hyper assistés, n'ont plus la capacité d'aller soi-même s'interroger ou d'aller chercher dans des bibliothèques, lire des bouquins, aussi la lecture. Je pense qu'on en parlera peut-être au plus tard dans la vidéo, mais ça, ce sont des efforts qui font que l'humain quand même est capable de combler ou de garder une certaine forme d'autonomie vis-à-vis de la machine. Et aujourd'hui, on est comme ça en train de perdre cela, surtout auprès des plus jeunes, et donc ça fortifie bien le concept des hyper assistés, et ça va créer, si on ne combat pas ce phénomène-là, ça va créer une catégorie d'individus que moi j'appelle des handicapés mentaux d'un point de vue de la cognition. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord ici que c'est une excellente nouvelle. On a des problèmes de désertification médicale à peu près partout sur le territoire. Et je pense que cette aide à l'IA vous permet de traiter plus de patients et d'avoir de meilleurs diagnostics. Je retiens quelque chose que vous avez dit qui est important, c'est au niveau de la sécurité des données. Parce que plus on va mettre de données, plus les diagnostics seront meilleurs et adaptés aux patients. Mais c'est une question de confiance pour sécuriser ces données. Parce que moi, je suis d'accord, et vous aussi, je pense, pour donner vos données personnelles, médicales, pour être mieux soigné, mieux accompagné, éviter un cancer. Mais derrière, si demain on pourrait retrouver votre dossier médical sur Internet, je pense qu'on n'aurait pas envie de ça. Et donc la sécurité des données, c'est un enjeu extrêmement important. Quand vous rentrez une mammographie dans une intelligence artificielle, vous ne donnez pas c'est anonymement, vous ne donnez pas le nom de la patiente. Elles sont anonymisées, mais on peut retrouver. Tout est anonymisé. Et puis, alors, les outils que l'on utilise, notamment les solutions commerciales, elles n'apprennent pas au fur et à mesure. Par contre, après, il peut y avoir des versions qui évoluent. Et c'est à ce moment-là que ces données... Pardon, mais c'est ce que je disais tout à l'heure pour élargir un peu le débat et pas simplement... Alors, petit rebondissement, deux choses ici. La sécurité. Alors, évidemment, dès qu'une technologie arrive sur le marché, il y a toujours la question de la sécurité. La cryptographie est arrivée lorsque la cryptographie est arrivée, on s'interrogeait déjà depuis belle lurette sur la question des données. Lorsque le cloud également est arrivé, et Internet également, on s'est interrogé sur la question des données. Donc l'IA, évidemment, la question des données, bien qu'elle soit toujours importante, va comme ça suivre le même parcours que les autres technologies auparavant. Donc la question des données, on va travailler là-dessus, on y travaille déjà, et de la même manière qu'on a pu régler justement les craintes qu'avaient les entreprises sur le fait de mettre leurs données sur le cloud. Aujourd'hui, je pense que bon nombre d'entreprises sont convaincues que mettre des données dans le cloud ne représente plus vraiment un danger. Tout dépend simplement du service qui est proposé par les géants tels que AWS, Google GCP ou Microsoft Azure. Mais bien qu'il y a toujours un risque, mais globalement, la question de la sécurité a été réglée sur le cloud. Donc l'IA également, cela va être réglé. Et il y a cette partie-là sur la question des données, de la sécurité des données. Il y a également le second point qui est, comme elle disait la radiologue là, sur le fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, ces systèmes qu'elle utilise n'apprennent pas, n'évoluent pas. Alors, ça, c'est parce que, évidemment, ce ne sont pas pour l'instant des systèmes capables d'apprentissage continu. Aujourd'hui, quand on met sur pied des agents intelligents, il y a le facteur d'apprentissage continu une fois que l'agent intelligent a interagi avec son environnement. Donc, la question de l'apprentissage continu est importante parce que
ça permet de faire évoluer le niveau de connaissance. Les connaissances aujourd'hui, par exemple, sur une maladie donnée, donc je me refais au contexte pour vous donner plein d'exemples. Aujourd'hui, par exemple, pour dire qu'une personne, un patient a telle maladie A, B, C, D, c'est lié à un certain nombre de symptômes qui vont converger vers le dépistage de cette maladie en question. Mais demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans quelques années, il peut se trouver que on découvre d'autres symptômes également qui fassent partie du dépistage de cette maladie en question. Donc ça va créer comme ça un point de convergence beaucoup plus holistique, beaucoup plus grand, et donner comme ça aux patients, enfin aux médecins, aux spécialistes, de dire bah demain, si tu rencontres ces autres symptômes, bah tu pourras conclure que potentiellement, en termes de maladie, le patient a telle maladie. Et aujourd'hui, l'apprentissage continu va comme ça permettre aux spécialistes d'agréger ces nouvelles données, catégories de données qui vont venir créer des liens avec les symptômes auparavant. Ça, c'est vraiment le cœur justement des nouveaux systèmes d'intelligence artificielle que des géants américains sont en train de déployer au fur et à mesure. La question de l'apprentissage continu. Une fois que l'agent intelligent a répondu à l'utilisateur, donc à créer une action au sein de l'environnement que l'utilisateur utilise, bah, il faut que cet agent intelligent soit capable de mettre à jour sa base de données, de dire ce qu'il vient d'apprendre de nouveau. Et c'est ce concept de nouveau-là qui fait évoluer comme ça le système ou la mémoire de l'agent intelligent. Être en question-réponse. Le meilleur et le pire, les gagnants, les perdants. Les gagnants, moi, il se trouve que j'ai une maison dans le Gard, j'avais une rage de dents terrible, pas de médecin, 4 km à la ronde, une cabine médicale. Aujourd'hui, elles ne sont pas augmentées à l'IA, mais elles existent déjà en Chine, ces cabines augmentées à l'IA. Eh bien, on peut considérer quand même que ça peut être le meilleur. C'est-à-dire que répondre à la désertification médicale, en première intention, tout le monde le fait, on va se le dire aussi. Tout le monde ici sur le plateau, quand il a des symptômes... Va voir sur Internet. Va voir sur Internet, va voir les IA, qui elles-mêmes sont quand même extrêmement puissantes. Et évidemment qu'il ne faut pas aller faire son automédication en achetant les médicaments sur Internet, mais dans de la médecine de première intention, ce sont des choses qui peuvent servir. Et là, il y a la formation des personnels de santé. Au passage, je rajoute une question. Combien de lésions dans votre pratique de radiologue, l'IA a trouvé que vous n'aviez pas décelé, c'est un peu la question qui tue, mais il faut quand même la poser. Il y a cet aspect positif. L'aspect négatif, c'est l'automédication, on en a parlé, c'est la sécurité des données, on en a parlé, et donc la question qui a été soulevée dans tous les domaines, c'est finalement... il faut apprendre à se servir des IA. Oui. C'est-à-dire, il faut pouvoir traiter soi-même l'information. Et d'ailleurs, vous avez une formation de quelle façon ? Vous vous êtes formée toute seule ? C'est votre cabinet qui vous a formée ? Non. Donc, nous, on a des formations. Déjà, on a, dans certains cas, aussi participé à l'élaboration d'outils. Oui. Donc, et puis après, on l'utilise au quotidien et aussi avec l'expérience depuis toutes les années, on sait quelles sont la meilleure façon de faire. Limites, oui. Je ne vous laisse pas partir sans les lésions que l'IA a trouvées que vous n'aviez pas trouvées. Non, mais ça, c'est une fausse question. Alors, dites-nous, parce qu'il ne vous lâchera pas. Je vais pas vous parler de mon cas personnel. Il y a des cas que l'IA a vus et que j'avais pas vus, mais après c'est dans la littérature. Il y a par exemple une grande étude qui vient de sortir, une grande étude sur du dépistage suédois, qui a montré que finalement un radiologue expert avec une IA faisait aussi bien que 2 radiologues sur des cas complexes en deuxième lecture. Donc ça, c'est un sujet intéressant. On peut peut-être se dire dans certains cas, deuxième lecture avec 2 radiologues, peut-être remplacé par un radiologue bien formé avec une IA. Mais c'est dans un contexte très particulier, le dépistage suédois avec des radiologues qui n'ont pas la même pratique que chez nous. Et voilà. Vous avez raison d'être précise, en fait, c'est ça le problème. Les chiffres qui ne sont pas précis, merci madame de le dire en faisant référence à un article, on ne peut pas dire des pourcentages comme ça qui flottent, ça ne sert à rien. Et ça n'est pas productif dans le débat. Mais alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'à chaque fois, il faut quand même qu'il y ait un humain bien formé. Et bien formés et qui sont capables de discriminer la réponse pour savoir si c'est positif, négatif dans le cadre d'un examen médical. On est en plein dedans. Mais dans d'autres domaines aussi, c'est que... Alors, justement, d'autres domaines, où est Laurent ? Effectivement, on est vraiment au cœur du débat et dans
toujours dans la continuité de ce que je disais déjà, c'est comment utiliser l'IA, dans quel cadre, dans quel domaine d'activité, de quelle manière. C'est vraiment ce qui va être au cœur de la question de l'intelligence artificielle dans le siècle qui est en cours actuellement. Et si vous ne prenez pas comme ça garde à la manière dont l'IA, votre usage de l'IA au quotidien doit être bien pensé, bah, vous allez être confronté, pardon, à des difficultés demain à challenger l'IA. Et c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut aussi mettre en avant et dont actuellement les entreprises, et même pour les individus au quotidien, n'arrivent pas réellement à trouver cette manière de collaborer. Voilà, j'appelle. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin de Ethan Mollick, un professeur à Pennsylvanie, qui a écrit un très bon bouquin là-dessus, la co-intelligence. Comment on va demain être en mesure de travailler, de collaborer avec des solutions d'intelligence artificielle. C'est dans ce cadre-là qu'il faut s'insérer. Il ne faut pas voir la question de l'IA d'un point de vue manichéen en disant l'IA c'est dangereux ou de l'autre côté l'IA c'est merveilleux. Non. La vérité se trouve au milieu. Laurent, où êtes-vous? Laurent est expert comptable. Voilà, Laurent, vous dites que c'est la profession la plus à risque face à l'IA, votre métier d'expert comptable. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le métier qu'on fait est excessivement normé en fait. On a des règles qui s'appliquent en permanence et donc c'est pas très compliqué d'avoir des algorithmes à qui on apprend ces règles et de l'IA qui arrive à les interpréter intelligemment. Vous avez raison, madame, quand vous dites que c'est pas les métiers en eux-mêmes qui vont être bousculés, mais c'est des tâches qui vont s'automatiser. Et donc on peut estimer qu'on a à peu près un tiers des tâches que fait un comptable qui vont s'automatiser. Mais ça veut dire qu'il va falloir soit trouver un tiers de missions supplémentaires, et là c'est une question de formation de nos collaborateurs pour qu'ils soient capables de faire autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui, soit c'est un impact immédiat sur l'emploi, c'est un tiers d'emploi en moins. La profession comptable, c'est 22 000 experts comptables, c'est 190 000 collaborateurs, et on estime qu'à peu près 400 000 comptables en entreprise. Et donc évidemment, tous ces gens-là vont voir leur métier profondément transformé dans les années qui viennent. Et donc on a un vrai sujet. Moi, ce qui m'inquiète le plus, parce qu'effectivement, quand j'interroge l'IA, elle me donne des réponses, et j'ai l'expérience, compte tenu de mon âge, pour dire si c'est une bonne réponse ou une mauvaise réponse, et donc c'est une vraie aide pour moi dans la rédaction, dans tout un tas de choses. Le problème, c'est mes jeunes collaborateurs. C'est exactement. Comment je disais pour les médecins, hein. C'est la même chose. Premier problème, je suis pas certain d'en embaucher autant demain qu'aujourd'hui, parce que l'IA va faire les tâches qu'il faisait, et ces tâches qui sont un peu rébarbatives, on a le même problème dans le droit, elles vont pouvoir se faire par l'IA. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de cabinets qui se disent, avant j'avais des comptables, pendant quelques années, ils faisaient un travail qui était intéressant, ils faisaient de la compta, ils faisaient de la saisie. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est l'IA qui va la faire. Mais comment vais-je faire pour les former, pour qu'ils aient l'expérience qui va leur permettre d'avoir ce regard critique sur les réponses qui va être données par l'IA. Et donc c'est un vrai sujet de... plus loin, et je suis complètement d'accord avec vous, il faut préparer ça. Il faut que les étudiants demain, ils aient un esprit créatif, et c'est pas en copiant l'IA qu'ils vont y arriver. Donc on a besoin de chambouler l'éducation, ça c'est un vrai sujet, et d'apprendre à avoir un esprit critique, mais aussi à créer avec ces IA. Si on fait rien et qu'on dit juste c'est pas utile, c'est horrible, c'est catastrophique, on n'ira pas assez loin. On a besoin de créer demain des jeunes capables d'aller encore plus loin en respectant notre humanité, nos Sachant visions. que les neurosciences nous disent quand même, puisque ça c'est toujours le bon usage, le mésusage, vous en parlez à l'instant, qu'un usage sans discernement, c'est de challenger l'IA, sans discernement de l'IA par des gens qui ne sont pas formés. Science sans conscience. Sans conscience, mais surtout chez des publics assez jeunes, nuisent au développement à la santé mentale et au développement de l'apprentissage. Peut-être finir une phrase plus agréable quand même. Nuisent au développement neurologique des jeunes. Donc le sujet qui nous est posé est bien aussi, et moi ça c'est un sujet qui est hautement politique puisque le président de la République s'y est engagé, c'est est-ce qu'à un moment donné dans le développement, et ça les neurosciences peuvent nous aider, de l'intelligence humaine, du développement neuronal, où il faut interdire, réguler les IA, l'usage finalement des... Mais là, lui déjà il parle de régulation. Bon, c'est pas si étonnant que ça de pas sa profession. Juste pour revenir un tout petit peu concernant la médecine, je vous montre ici un agent intelligent que je suis en train de créer, qui est en stade de développement, sur la connaissance
qu'un individu voudrait ou pourrait avoir d'une certaine maladie précise. Donc là, actuellement, vous voyez mon écran. Donc c'est Lovable ici pour la partie front-end. Donc c'est un agent intelligent qui a vocation à renseigner, donc là je vous mets en français pour celles et ceux qui voudraient lire plus facilement, qui a vocation à renseigner en fait un individu ou un patient ou un médecin sur n'importe quelle maladie. Donc vous entrez ici, d'accord, vous tapez sclérose en plaques et vous allez avoir la réponse de qu'est-ce que la sclérose en plaques par exemple. D'accord. Ça permet d'avoir déjà les connaissances de base par rapport à une maladie donnée. Vous pouvez poser une autre question. Comment cette maladie arrive-t-elle voilà. Par exemple. Donc ici, vous avez, c'est vraiment un outil qui permet de vous donner des connaissances sur des maladies, les pathologies, etc. Donc, quel est le rôle du virus EBV donc là, vous avez une réponse qui est sourcée. Ici, par exemple, donc les sources que j'ai utilisées proviennent évidemment des sources sûres et l'utilisateur peut interagir comme ça avec le système pour comprendre la pathologie en question et voilà. Donc, il peut avoir les facteurs risques ici. Donc la sclérose en plaques, voilà, SEP est une maladie auto-immune du système nerveux central. Son apparition résulte de l'interaction complexe entre facteurs génétiques et environnementaux, blablabla, etc. Et ainsi de suite. Alors ça m'a pris ce que vous voyez là pour l'instant. Donc je suis au stade de développement, je n'ai pas terminé. Je suis en train de développer cela avec Claude Code, dont je vous montre ici le back-end. Donc self-pilot. Et ça m'a pris une journée à peu près pour concevoir tout le système. Mais bien sûr, je suis expert dans le domaine, donc je vais beaucoup plus vite et j'ai des méthodologies assez éprouvées pour pouvoir créer rapidement ce genre de système. Alors, donc je vous donne un exemple pour résumer. C'est quoi Self-pilot. Donc c'est le nom de l'assistant. Self-pilot santé pour un user. Donc là, Claude Code va me répondre par rapport à ce que moi j'ai indiqué dans le contexte de mes fichiers. Et ça vous permettra évidemment de voir comment est-ce qu'on travaille déjà, ne serait-ce qu'avec des environnements de type Claude Code, Codex, ou d'autres systèmes qui permettent de créer comme ça aussi facilement des agents intelligents. C'est extrêmement important de comprendre comment ces systèmes fonctionnent. J'en présenterai dans une autre vidéo, mais je vous montre simplement par rapport au sujet de la vidéo. Donc ici, vous avez SafePilot Santé est un explorateur de connaissances médicales, ce que je vous disais au préalable. Tu tapes le nom d'une maladie et l'app te construire un dossier structuré sur cette pathologie, définition, etc. Ensuite, tu poses des questions en conversation et l'arbre de connaissances grandit avec toi, enfin, évolue au fil du temps. L'arbre de connaissances, ici, donc, vous avez les fichiers d'utilisateurs qui sont là, qui pourront être affichés comme ceci. Et au fur et à mesure de ta conversation, voilà, donc si je prends cette question, ou celle-ci, peu importe, au fur et à mesure, le système va pouvoir me construire une réponse appropriée, etc. Donc c'est vraiment important de comprendre. Enfin, ces systèmes sont en train d'être développés. Là, je vous montre un exemple typique de comment demain vous allez interagir avec des systèmes de compréhension de vos maladies ou d'une maladie que vous souhaiteriez comprendre. Comme c'est le cas aujourd'hui, lorsque vous avez un petit symptôme, vous allez sur Internet pour poser une question. Donc là, le système en ligne, vous pouvez entrer SafePilot, d'accord, ici. Ok. Et poser une question endométriose par exemple, si on prend le cas de l'endométriose, on a la réponse de l'endométriose. La différence avec un ChatGPT, pour certains qui voudraient comprendre, c'est que j'ai utilisé la base BDPM. BDPM, c'est la base de données publiques des médicaments en France. Donc c'est cette base de données publiques. Vous allez là sur DataGouv, le site du gouvernement qui permet de référencer les données publiques. Vous pouvez consommer ces jeux de données
Et si vous y allez maintenant, ici, BDPM, alors BDPM site, vous pouvez ici, d'accord, si vous voulez vraiment comprendre une maladie, une pathologie, ou voir, donc la recherche se fait soit par un médicament, soit par la pathologie, et vous allez avoir des réponses appropriées ici. Donc, ça vous permet de comprendre rapidement une maladie, une pathologie, ou bien le traitement d'un médicament. Moi, donc la différence avec un ChatGPT, c'est que moi, je consomme les données qui proviennent de cette base du ministère, enfin de l'État, donc la base de données publiques. Et c'est déjà en soi une différenciation par rapport à ChatGPT parce que, vous voyez là, et les données de l'OMS aussi, de l'Organisation mondiale de la santé, ça permet de sourcer les réponses que je donne, que mon agent assistant donne à l'utilisateur, et d'être plus factuel, plus précis, et réduit justement comme ça le phénomène d'hallucination et les faux positifs par exemple ou d'autres cas qui auraient pu être rencontrés sur ChatGPT parce que l'entraînement n'aurait pas été bien mené jusqu'à bout. Et ici par exemple je vais poser la question, peux-tu me dire pourquoi on a utilisé la base BDPM, d'accord? Donc il va me donner la raison pour laquelle cette base de données est extrêmement importante pour notre système. Donc BDPM, base de données publiques des médicaments gérée par l'Agence nationale de sécurité du médicament en France. Et pourquoi on l'utilise? Quand un utilisateur demande quels sont les médicaments pour le diabète de type 2, on a deux choix. Donc, laisser Claude inventer. Donc là, c'est vraiment la partie hallucination, ce que l'on ne voudrait pas en réalité. Il va halluciner des noms, des prix faux, des remboursements inventés, parce que Claude n'a pas potentiellement connaissance à jour de tout un ensemble des informations sur une pathologie en question ici, donc le diabète de type 2. En France, quels médicaments sont autorisés pour traiter le diabète de type 2? Est-ce que ces médicaments sont remboursés? Si oui, à quelle hauteur? Et la dangerosité, etc. Donc, moi, je ne sais pas comment Anthropic a entraîné Claude. D'accord? Donc, je ne peux pas me référencer, être sûr que Claude va avoir ces informations-là. Cependant, je sais que la base BDPM a des données qui me permettent d'interroger évidemment les médicaments autour du diabète de type 2. Donc, moi, je récupère donc le contexte de cette donnée-là que je renvoie à Claude pour me créer justement des liens de relation avec ces données-là et de reformuler une structure de données, une structure de réponse qui est beaucoup plus adéquate, contrairement au fait que si j'avais laissé Claude inventer, je n'aurais pas eu les mêmes options. Donc c'est la raison pour laquelle on utilise par exemple des bases de données sûres, et c'est aussi ça qui permet de s'assurer que on a un modèle qui est beaucoup plus précis que un ChatGPT tout seul dans son coin, ou un Claude ou un Gemini etc. C'est ce que le radiologue parlait tout à l'heure, le fait que les médecins utilisent des systèmes, donc des IA, qui ont été entraînés par des modèles propriétaires, mais avec des données que des entreprises spécialisées mettent à leur disposition, parce qu'il y a l'anonymisation aussi, donc la partie sécurité des données, et aussi le traitement des données qui est important. Donc là, l'utilisateur, comment ça fonctionne, comment ce système fonctionne, l'utilisateur pose cette question, donc il y a l'intention qui est détectée, donc médicament plus traitement. Le dataset, donc la base BDPM là, va rechercher le code de la maladie en question. Le code du diabète de type 2, c'est 5A11. Et on va avoir donc une formulation de réponse, etc. S'il faut évoluer ou faire évoluer le système pour le marché des États-Unis, il faut utiliser une autre base de données, l'équivalent qui est l'OpenFDA. Donc,
voyez-vous, c'est comme ça que on fait évoluer ou on voudrait créer dans son coin son agent assistant spécialisé dans son domaine. Bah, il vous faut des données en quantité et de qualité, et de comment est-ce que vous allez traiter ces données-là. Bon, petit aparté, on va revenir sur le sujet de la vidéo, mais c'était important de vous présenter cela et vous montrer à quel point, quand on crée des systèmes d'intelligence artificielle, des agents intelligents, il faut être capable de penser l'architecture derrière et la consommation de données et la compréhension, etc., de comment ces systèmes doivent fonctionner en réalité. Revenons au sujet de la vidéo. La question que pose Laurent, le lien avec la question, c'est que si monsieur a le recul en comptabilité, comme d'autres en traduction, ma sœur est traductrice à l'OCDE, au sens propre, on n'embauche plus de jeunes traducteurs. Je suis désolé de la proximité de ce plateau. Mais simplement, ce qui va permettre aux uns et aux autres d'avoir le discernement et de pouvoir challenger l'IA, c'est précisément l'expérience qui est acquise par les outils que l'IA nous propose. En fait, on en revient à une donnée fondamentale, c'est quelle est la capacité culturelle que l'on peut avoir dans les différents métiers, dans les différentes tâches que l'on va faire. Et c'est vrai qu'on en avait discuté sur l'intelligence artificielle, puisque j'avais eu la chance de pouvoir être invitée il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Fallait-il interdire ou pas les réseaux sociaux? Donc avec une position quand même assez nuancée par rapport à cela, parce que je pense que c'est très très important d'apprendre à nos jeunes et à nos moins jeunes la donnée, la connaissance, et c'est ce qui va faire la différence pour plus tard. Et vous en êtes, vous l'avez dit, comment vos jeunes collaborateurs, vous les amenez plus loin. Mais les amener plus loin, c'est par la formation, c'est en les accompagnant, c'est essentiel. Parce que c'est comme ça qu'on aura aussi mais qui les accompagne? C'est lui? Soit lui, en partie, l'école. par le Ouais, donc là, clairement, il faut penser la question de l'éducation aujourd'hui, la question de l'école, telle que le ministère de l'Éducation nationale envisage d'intégrer l'intelligence artificielle auprès des plus jeunes. Donc, il faut extrêmement penser cette question-là. Aujourd'hui, l'école telle que on la trouve dans cette situation est désuète. Enseigner comme ça aujourd'hui, d'autant plus, il y a un rapport d'ailleurs qui est sorti en France il y a 2 ou 3 semaines, qui faisait état du fait que l'apprentissage des sciences dures, les mathématiques, les sciences physiques, en France est devenu problématique. La plupart des jeunes aujourd'hui n'ont plus la capacité de calculer, n'ont plus la capacité de comprendre les disciplines scientifiques et ne s'orientent plus vers des classes préparatoires scientifiques ou des études où il y a encore un peu de sciences qui est pratiquée. Donc, d'autant plus quand on sait que ces IA, et je reviendrai peut-être plus tard dans la vidéo, sont entraînés pour entraîner une machine, il faut avoir de la connaissance scientifique. Ce sont des mathématiques derrière, ce sont des raisonnements de logique qui sont effectués. Il y a de l'ingénierie, il y a des mathématiques, et il y a tout un ensemble de disciplines aussi, mais au final, c'est de la logique pure qui est injectée. Et si les étudiants aujourd'hui, ou les collégiens ou les lycéens, ne vont plus dans les classes de terminale scientifiques, d'autant plus qu'on réduit au fur et à mesure l'apprentissage des maths, que ce soit au collège ou au lycée, ça va être très problématique. Et quand on voit qu'à côté, on rajoute des heures, des sujets qui n'ont rien à voir avec réellement le développement intellectuel que devrait avoir un élève de classe de 3e ou de seconde ou de terminale par rapport à un élève chinois ou américain, bah, on voit bien que demain, comme ça dessine déjà le gap, le retard de la France par rapport aux Chinois et aux Américains sur le monopole de la création des systèmes d'intelligence artificielle. C'est pas pour rien que les Américains embauchent notamment des mathématiciens qui viennent de grandes universités américaines ou du monde entier, Berkeley, MIT, Harvard, etc., des professeurs en sciences et des ingénieurs aussi, évidemment. Et là où en France, la question de la formation, de plus en plus, les classes préparatoires scientifiques, on ne retrouve plus, les jeunes ne veulent plus aller dans ces disciplines-là, ne veulent plus aller dans ces voies-là, dans ces parcours-là, bien que ce soit difficile, mais in fine, à la fin, si vous ne formez pas des jeunes capables de s'orienter vers des disciplines qui vont créer de la valeur, du game changer pour justement la question de l'IA,
mais de la technologie de manière générale. Aujourd'hui, le nucléaire, par exemple, vous voyez, ça touche en fait tout un ensemble de facteurs économiques de la société. Aujourd'hui, par exemple, la France n'a plus ou est en train de perdre comme ça sa capacité à concevoir rapidement un réacteur nucléaire parce que on a abordé une politique qui était à cause voilà des opinions politiques, à cause justement de l'idéologie, d'entrer comme ça dans l'écologie punitive, de dire bon voilà après Fukushima, de se débarrasser des centrales nucléaires. Les personnes qui avaient des connaissances sur le nucléaire sont parties soit en retraite ou dans d'autres pays pour apporter les connaissances. Et ben maintenant aujourd'hui, comme de plus en plus avec les crises économiques, bah, on se rend compte qu'on a fait une grave erreur, une grosse erreur d'ailleurs. Bah, mettre sur pied une centrale nucléaire, ça prend énormément du temps parce qu'il faut mobiliser les connaissances. Les personnes, les ingénieurs qui les avaient de EDF et bien d'autres personnes sont à l'étranger. Et vous avez quoi? Vous n'avez que des bureaucrates, vous n'avez que des technocrates qui vont juste vous pondre des lois, qui vont juste bavader, etc. Des littéraires pour la plupart. Vous regardez la classe du gouvernement, la plupart ce sont des gens de Sciences Po, l'ENA. Ils n'ont pas fait d'études scientifiques. Ils ne vont pas ils n'incitent pas les jeunes justement ou ne mettent pas en place les politiques qui permettraient d'inciter les jeunes d'aller dans ces disciplines scientifiques-là. Tout cela crée un climat et une situation dans laquelle aujourd'hui on se retrouve en France avec des individus qui n'ont pas de niveau scientifique, donc incapables de comprendre en profondeur, tels que les Américains ou les Chinois, les enjeux autour de l'intelligence artificielle, parce qu'entraîner une machine, ça demande énormément de capacité de compréhension des modèles, de la création des modèles probabilistes, statistiques, de maîtriser le parcours de la data et aussi de la partie ingénierie sur la communication des protocoles informatiques. Voilà tous ces enjeux-là que je viens de vous dessiner de manière rapide qui font qu'aujourd'hui, la France particulièrement, mais l'Europe un peu dans une certaine moindre mesure, se retrouve à la ramasse par rapport aux Chinois et aux Américains sur la question de l'intelligence artificielle.